nous présenter ton parcours. Très bien. Donc merci déjà de m'avoir invité et permis d'échanger avec vous. Donc j'apprécie beaucoup la journée et puis les discussions que j'ai pu avoir avec les uns les autres aussi. Donc mon parcours, c'est principalement dans l'industrie, dans différents secteurs d'activité. J'ai commencé chez des équipementiers automobiles, donc très formatés par les normes IATF 16949, avec toutes ces attentes obligatoires des clients. Donc les statistiques, ça faisait partie de mon quotidien. Et puis ensuite, j'ai quitté l'automobile pour aller dans d'autres milieux. Ça a été super intéressant d'aller dans des environnements où en fait il n'y avait pas obligation de pouvoir prouver que ce qu'on faisait, ça tenait la route. Et donc il m'a fallu convaincre mes partenaires que ça pouvait avoir du sens. La première fois que j'ai dit mais on pourrait peut-être faire une AMDEC, on m'a dit mais quelle idée Véronique, les problèmes on ne va pas les voir avant qu'ils arrivent, attendons qu'ils soient là. D'accord. C'est toutes les évolutions. Donc j'ai pu aller aussi sur des process continus comme ça, avec de l'aluminium, du polyester, même aussi du recyclage, parce que j'ai travaillé dans l'usine de recyclage de toutes les bouteilles colorées de France. Il y avait la moitié du volume qui arrivait sur notre site. Et donc faire de la qualité dans ces environnements-là qui sont vraiment extraordinaires, parce que c'est des usines qui sont énormes et sur plusieurs étages. Donc moi je trouve ça vraiment magique, avec des gens qui sont sur le terrain et qui n'ont tout sauf des données pour bosser, parce que ils savent ce qu'ils font et c'est pas moi qui vais aller leur apprendre leur métier. Et puis là maintenant je suis dans le domaine pharmaceutique, parce que je suis une aventurière, comme on disait avec Catherine, il faut que ça bouge et puis il faut que les choses se passent. Donc j'ai pu aller dans des métiers opérationnels en production ou encore dans des responsabilités d'industrialisation, de la qualité et aujourd'hui l'excellence opérationnelle. Voilà, le reste vous lisez, on va pas continuer à parler de moi pendant 107 ans. Merci. Et quels sont selon toi les principaux défis opérationnels et stratégiques auxquels ton organisation est confrontée ? Alors, mon organisation aujourd'hui, Récifarm, est confrontée à une croissance importante d'activité. Et puis, j'ai eu la chance que c'était toujours le cas. C'est-à-dire, à chaque fois que j'allais dans une usine, c'est parce qu'on créait un poste, parce qu'il se passait des choses. Donc, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Croissance importante, ça veut dire qu'on a de nouveaux équipements qui arrivent, donc il faut apprendre à travailler avec. Et puis on monte en production, donc il faut que le volume monte, et puis la diversification des produits arrive. Et puis du coup, avec ça, le nombre de problèmes aussi. On en parlait tout à l'heure chez Thales. Plus il y a de choses, et plus c'est complexe. Et puis il faut qu'on aborde cette complexité en étant un peu malin. Très bien. Et de quelle manière est-ce que chez Récifarm aujourd'hui vous intégrez la donnée dans la démarche qualité et performance pour renforcer l'efficacité ? Chez Récifarm et chez les autres, aujourd'hui, c'est comme une table. Il faut 3 pieds pour qu'elle tienne debout, sinon elle tombe par terre. Et bien, sinon, et puis dans mes cadres, c'est hyper statique. Donc moi, c'est vraiment les 3 pieds qui fait que ça marche. La première, c'est les gens. Parce que quand on est dans des systèmes complexes, on a besoin d'avoir le retour de toutes les informations possibles et imaginables. Et ceux qui me disent que c'est les données qui nous permettent de voir tout ça, ils me racontent des salades. Désolée. Bien sûr, mais donc c'est vraiment d'avoir ce retour-là de 360 degrés. Donc moi, je travaille avec les gens parce que c'est eux qui me donnent les informations. Et puis c'est eux qui font le travail aussi, qui sont le plus près des clients. Pour pouvoir faire parler les gens et récupérer les bonnes informations qui vont vous guider vers la bonne direction, il me faut de la méthode et je suis très engagée dans les méthodes Lean, donc tout ce qui a été pu développé par rapport à ça, qui amène aussi des techniques et des outils, mais des techniques d'animation de groupe de travail, des techniques d'amener les gens à travailler ensemble différemment. On parlait tout à l'heure avec Inès, c'est aussi beaucoup de RH, notre travail de gestion du changement. Et bien sûr, tout ça, c'est bien joli, mais si on veut être factuel et avancer, il nous faut des données, parce qu'autrement, on se raconte des jolies histoires, on est content d'être là ensemble, mais on n'avance pas vite. Donc ça, c'est vraiment le facteur multiplicateur. Et donc ma mini-table à formation, je l'ai faite sûrement avec certains d'entre vous en 2012 et ça m'a énormément aidée. Et depuis, je garde cet outil-là partout avec moi. Voilà. Okay. Merci. Et
Quels freins ou difficultés est-ce que tu rencontres lorsqu'il s'agit de déployer une approche comme celle-là? Alors, je suis partie trop vite là. Il manque un slide, je ne sais pas ce que tu as fait, mais ça ne va pas du tout. Voilà, c'est pas grave, le frein il est là. On va aller ici. Donc le frein au niveau du déploiement, au niveau des gens, et je pense que vous vivez la même chose, c'est que les gens n'ont pas le temps parce qu'ils ont un travail à faire, et puis qu'il faut et pourtant il faut qu'ils prennent des décisions. Donc c'est vraiment la première problématique, c'est consacrer du temps à réfléchir. Donc je suis très très contente quand je peux les avoir pour travailler sur un groupe de travail, et quand on me les donne, c'est pas pour longtemps, donc j'ai intérêt d'être super efficace. L'autre chose, c'est les données. Il faut qu'elles soient là, qu'elles existent, qu'elles soient robustes, parce qu'avoir des données qui ne valent rien, tu parlais de la RR tout à l'heure, oui, idéalement, il faudrait faire du RR sur toutes nos données, s'assurer même des données machines. Des fois, on n'est pas très bien sûr de ce qu'on nous raconte, donc, et on ne peut pas toujours le faire, donc c'est problématique. Et puis, il faut qu'elles soient pertinente, parce qu'on n'a pas que ça à faire, jouer avec les données, même si c'est très sympathique et reposant pour moi en tout cas, que je passe mon temps à parler avec les gens, de faire des stats, c'est ma pause, voilà, c'est ma pause, je descends d'un cran, ma pause énergétique, et c'est vrai que mais c'est pas pour ça qu'on est là, on est là pour faire avancer le business. Et puis après, l'autre point, c'est le management, parce que c'est pas évident de convaincre tout le monde. Et puis du coup, il faut gagner leur confiance, qu'ils soient alignés et qu'ils nous supportent. Dans tous les sens du terme, parce que on me dit que je suis insupportable, alors voilà. Et comment est-ce que tu parviens à mobiliser et aligner à la fois les équipes opérationnelles et la direction autour de cette démarche? Alors, pour les aligner, pour moi, les aligner, c'est déjà avec ces outils-là du Lean dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que, et là c'est aussi bien la boîte à outils, mais aussi beaucoup de psychologie de groupe de travail. Souvent, j'ai des gens qui sont en conflit, qui vont venir avec moi. Alors, le conflit classique, production, maintenance, vous connaissez, voilà. Mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi des conflits là dans le monde pharmaceutique, la qualité, les pharmaciens qui disent que la prod et ça va faire, la maintenance, ils sont toujours pas fait ce qu'il fallait. Enfin bref, les conflits, j'en ai partout. Alors le labo qui me sort pas les résultats à temps et en heure. Donc aujourd'hui, j'ai les outils du Lean, mais aussi les outils de gestion de conflits ou de réussir à créer une équipe en très peu de temps. Pour on en parlait aussi avec Fabienne tout à l'heure, le forming, storming, norming, performing, qui fait qu'à la fin, j'ai une équipe qui va pouvoir bosser ensemble. Et si le boss dans le groupe de travail, alors après, ça va marcher aussi. Et donc, pour aligner après, il me faut un contrat avec les managements. C'est vraiment ce que j'ai appris quand j'ai quitté l'automobile. Dans la société Freudenberg, j'ai appris à emmener les managers en leur faisant un deal. Donc, je m'engage à tel résultat, et vous me donnez vos gens pendant tant d'heures, et puis vous me laissez 3 mois, 6 mois, le temps qu'il me faut. Et on fait un deal. Et puis, une fois que j'ai tenu mon deal une fois, après, ils reviennent. Donc, je fais du marketing, comme Agnès, que je vois plus maintenant. Je fais du marketing interne. Donc, je me débrouille pour que le premier projet ne soit pas trop dur, parce que, voilà, si je rate celui-là, je suis foutue, quoi. Et puis, ensuite, je vais aller... ça marche comme ça, jusqu'à ce que le manager qui est content fasse de la pub avec le copain d'à côté. Puis après, il me faut une équipe. Moi, les jeunes ingés, je les adore, parce qu'ils sont curieux. On en parlait aussi tout à l'heure, et puis ils ont envie. Donc, je les coach, et puis ce qui fait que j'arrive comme ça à monter en puissance. Et puis après, on a de la puissance et on arrive à répondre aux besoins. Et puis à la fin, il me faut des données pour prouver que les progrès sont bien là. Alors, mon meilleur ami dans l'entreprise, c'est toujours le responsable financier, parce que lui, il voit les euros ou les dollars, ça dépend pour qui on travaille. Maintenant, les managers intermédiaires qui ont leur KPI et puis leur bonus calculé en fonction de leur KPI à eux, ils ont aussi besoin de voir tout ça. Donc là, les données pour ça, et puis les données étayées, parce que il faut prendre des décisions qui soient robustes, c'est ce qui amène cette confiance partagée, quoi. Et il me semble que tu avais aussi des exemples à nous partager. Il y en a des exemples, du coup, on va remonter dans le temps. Ouais. Voilà, des exemples. Alors, sur les exemples, retrouvez la carte de contrôle que tu as bien introduite tout à l'heure. Donc,
avec des moyennes, et puis là c'est une carte IMR, et donc range en bas. Ici vous avez un projet voilà, que j'ai pu réaliser chez Récifarm, je ne donnerai pas de détails bien sûr, qui est une évolution du TRS, taux de rendement synthétique, je ne sais pas si ça vous parle, le pourcentage du temps où nos ressources sont disponibles, pendant laquelle on va produire des pièces ou ce qu'on produit bon du premier coup à la cadence ou capacité optimale, on va dire. Donc on fait tout bien, quoi. Donc on était sur le début de l'année 2024 en situation très instable, on tournait autour des 46% de TRS, et puis il y avait quelque chose de bizarre, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui se passait. C'était très désorganisé, et puis derrière, on était là à se dire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, besoin d'aller chercher, enfin, on était voilà, dans le brouillard, besoin d'aller chercher, capter l'info. Alors, il y a, dans ces cas-là, les premiers qui ont vraiment le mot, c'est... On se pose la question, les gens ils râlent où? Parce que des gens sur la ligne, ils râlaient de ce côté-là, mais ils râlaient là aussi. Et puis à chaque fois qu'ils appelaient la maintenance en disant mais moi j'arrête pas d'avoir des problèmes sur cette machine, la maintenance venait, et puis ils voyaient rien. Ils voyaient rien parce que c'était des micro-arrêts, parce que c'était pas franc du collier. Les pires des problèmes, je pense que vous en avez tous connu, c'est quand ça vient, ça part, et puis on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, quoi. Et donc à ce moment-là, moi j'ai dit maintenant ça suffit. Je veux avoir accès aux données des quelques machines qu'on avait ciblées qui nous cassaient les pieds. Donc alors, pas de réseau, machin, on a fini, je ne sais plus sur quel slide il y avait tout ça, on a fini à la clé USB. Hein. On a pioché, à force de casser les pieds à la maintenance, parce qu'ils nous disaient, ouais, non mais c'est bon, ça va une fois d'aller vous chercher les données, 2 fois, 3 fois, mais j'ai dit, moi j'en ai besoin tous les jours, hein, parce qu'il va falloir que je comprenne ce qui se passe. Et du coup, à la fin, on a fini avec la clé USB, les droits en lecture, pas en écriture, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, hein. Donc de récupérer tout ça, et avec ces données, on a pu prouver, comme d'habitude, que les opérateurs avaient raison, qu'il y avait bien un problème. Et quel était le problème? Donc le défaut de la machine. Donc à partir de là, c'est bon que les techniciens de maintenance, ils ont fait la paix. Parce qu'on arrivait à rendre factuel quelque chose qui était un ressenti et puis un râlement, quoi. Ça ne marche pas. Et donc, une fois qu'on a fait ça, après la carte de contrôle, mon deuxième ami, c'est Pareto, hein, Monsieur Pareto, voilà. On avait 80-20. 80% des problèmes venaient d'un ou de 2 défauts de l'équipement. Cool. En fait, la vie, elle n'est pas compliquée à partir du moment où on sait quoi regarder. Et c'est ce qui fait que moi, Minitab, c'est mon ami pour la vie, c'est que ça nous aide à voir clair. Et comme ça, on a pu, sur les quelques soucis qu'on avait qui étaient techniques, et ensuite ramener les gens avec nous, parce qu'on les perd, les gens, quand ils sont fatigués. Donc, ils ont repris confiance, donc on a pu les remobiliser et travailler sur les éléments techniques et d'organisation en même temps. Après l'arrêt de la maintenance, donc on était, parce qu'on avait compris quoi faire, mais il fallait nous laisser l'équipement pour travailler dessus. Le temps de régler tout ça, en octobre-novembre, c'était parti. On était parti sur quelque chose qui continue à monter. Là, je me suis arrêtée, mais on continue, on est en train d'atteindre les 70, parce que maintenant, on n'est plus en galère. On est en cycle d'amélioration continue et d'optimisation normale, et j'ai même plus à m'en occuper. Les opérationnels sont autonomes. Donc j'ai fait mon job et je peux aller voir ailleurs. Donc voilà un exemple de comment je peux travailler. J'en avais un autre. Ouais. Celui-là, c'est ma carte de contrôle de la semaine dernière. Donc vous pouvez admirer la non-stabilité du processus. C'est intéressant. J'ai trouvé vraiment génial celle-là. Parce qu'en fait, ce n'est pas une donnée qui est sous contrôle. On a un problème sur une machine où, à nouveau, problème aléatoire, les gens y râlent. On a été voir qu'est-ce qui se passe. A priori, c'est de la découpe, la matière, elle n'est pas tout à fait pareil côté gauche et côté droit. Tu le sens à la main. On n'a rien mesuré encore. Tu le sens à la main. C'est plus dur à droite qu'à gauche. Il y a un truc, quoi. Et puis, avec les équipes maintenance production, on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas une donnée qui pourrait nous parler un petit peu de quelque chose qui tourne autour de ça? Alors, on a cherché, puis on en a trouvé une qui, alors au niveau RR, j'ai un peu peur de ce que je vais trouver, mais c'est pas grave. Elle doit quand même pas être complètement déconnante vu ce qui s'est passé. Et puis, on explore les quelques données qu'on avait pu trouver, en sachant qu'il y avait bien des specs, mais bon, ils étaient largement dans les specs, aucun souci.
Alors, les données, ça y est, alors dans un format horrible, hein, Mathias, j'ai vraiment besoin d'avoir le SPC live avec le traitement des données parce que j'y ai passé 1 heure pour une partie. Mon collègue à côté, on était tous les deux, on s'est dit il faut qu'on arrive à voir clair, ça peut pas durer, mais je fais pas ça tous les jours. Hein. J'ai perdu une partie de mon week-end à cause de ça. Et du coup, quand on l'a mis dans la carte de contrôle, j'ai dit non, c'est pas possible. Ce qui est pas possible, c'est que à cette date-là, on savait exactement ce qui s'était passé. Ils avaient fait une modification technique sur une machine, une modification majeure, qui n'avait rien à voir avec l'endroit où il y a le problème. C'est un autre équipement en amont. Et personne n'a fait le lien entre les faits et puis le fait qu'il y a eu ça. On n'a pas encore compris la chaîne de cause. Par contre, je suis sûre qu'il s'est passé un truc à ce moment-là. Est-ce que je suis sûre aussi après que c'est si on galère en ce moment et qu'on est en train de régler, parce que comme on a changé en fait le contexte, et bien maintenant, ils sont en train de récupérer, de tout réajuster, de tout recréer un équilibre. Si j'avais eu la version en ligne du SPC, et bien ici, on se serait posé une question et on n'aurait pas galéré pendant des semaines. Parce que maintenant, même si je veux revenir en arrière, je ne peux plus, parce qu'ils ont tout déréglé. Donc il va falloir réinvestir du temps pour s'aligner. Par contre, vous pouvez être sûr d'une chose, hein, c'est que la version SPC online, avant la fin de l'année, moi j'aurais trouvé une solution, mais on va la voir, parce qu'on ne va pas reperdre autant d'argent sur ce type de choses. Quoi. Donc voilà ma manière de travailler avec tout ça. Merci pour ce partage, parce que c'est des exemples concrets. Est-ce que vous avez des questions ou... C'est beau. Ah, merci. Ouais, ça, c'est beau, ouais, je te jure. Pourtant, c'est une simple carte de contrôle. Ah, ouais. Voilà. Moi, il y a encore une dernière question. Vas-y. Avec ton expérience multisectorielle, est-ce que tu observes des différences, au contraire des points communs, dans la mise en place d'une culture orientée sur l'utilisation et l'exploitation de la donnée? Je crois que j'ai un slide pour ça aussi. Hein. Il me semble. Yes. Okay. Donc, en fait... il y a beaucoup de différences parce qu'entre le secteur auto et puis la pharma et puis l'usine de recyclage, quand tu rentres dedans, tu n'as pas du tout la même atmosphère, les gens ne sont pas câblés pareil. Et pourtant, il y a un point commun dans tous les cas, ils ont besoin d'informations qui sont pertinentes. Sur le recyclage, je ne les avais pas, mes infos. J'étais avec les gars trier les déchets pour pouvoir commencer à les catégoriser, parce que notre cause de dysfonctionnement de la ligne, c'est que dans certaines balles qui venaient de Bretagne, il y avait trop de carton, et dans les autres qui venaient du sud de la France, il y avait trop de plastique, et puis que de film plastique, et que ça bourrait les machines. Si j'en mettais tout en même temps, mon système ne le digérait pas. Donc on s'est fait une base de données comme ça, en triant les choses, et ensuite on a simplement fait comme nous à la maison. Si tu manges que du chocolat un jour et que du foie gras le lendemain, t'es malade. Mais si tu prends un peu de chocolat, un peu de foie gras, un peu de tout, il n'y avait plus aucun arrêt de ligne. Non mais sérieux, j'avais des usines inondées parce que c'était bloqué avec du carton, parce qu'ils avaient mis tout le lot qui venait de Bretagne en une fois. Là on a mis un peu de Breton, un peu de sud de la France, un peu de Parisien, et ça marchait comme sur des roulettes. Voilà. Mais on avait la bonne data. Dans le pharma, c'est pas pareil. Forcément. Voilà. Mais juste une chose aussi à ajouter, c'est qu'effectivement, ce que j'observe aussi des fois, moi, c'est quand on a de la donnée, on en a en quantité. Donc après, il faut aussi utiliser le bon sens, comme pour tout, où il faut faire preuve de discernement pour arriver à se poser les bonnes questions et à s'appuyer sur la donnée pour prendre les bonnes décisions, faire les bonnes analyses, etc. Mais on peut commencer par le bon sens, en général, ça fait pas de mal et ça permet d'orienter les choses de la bonne façon aussi. Tout à fait. Mais merci pour ce partage, ce retour. Merci. Et puis s'il y a des questions, je pense qu'on est là, Véronique est là pour les prendre. Merci bien. Merci beaucoup. En fait, pour mon papier, j'ai pas eu besoin du coup.